dis vite, on a un accouchement à côté, préparez-moi des bouteilles d'eau s'il vous plaît, des bouteilles d'eau chaude. Le gars se tourne vers sa machine, prend une bouteille en plastique et il envoie la vapeur et sans appel, il y en a peut-être un qui va tomber et quelqu'un hurle au téléphone. Il dit bon écoute, je t'aime bien, allez je te la donne. Et là il pose un truc dans ma main et je regarde et je vois qu'il a un anneau de passé dans son doigt et il vient de me poser une grenade dans la main. Bonjour, je suis le major Pascal, j'ai 38 ans de service à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et je vais maintenant vous raconter mon histoire pour Vétérans de France. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Saillange, je suis ancien commando marine. Et je suis Guillaume Malcani, ancien officier de l'armée de terre. Et tous les deux, nous faisons partie de l'association Vétérans de France qui œuvre à pérenniser la mémoire militaire française. Et pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Votre soutien est crucial pour nous, donc merci beaucoup pour votre soutien et surtout, bonne vidéo. Alors j'ai aucun diplôme scolaire, c'est pas une référence. J'ai eu la chance de découvrir le monde des pompiers à l'âge de 15 ans. Et donc, comme beaucoup d'autres à la brigade, j'ai été pompier volontaire en province avant d'intégrer la brigade. L'été de mes 15 ans, j'ai un camarade qui passe me prendre et qui me dit bah, « Tiens, plutôt que d'aller faire les récoltes comme tous les étés pour gagner un petit peu d'argent, pourquoi pas aller voir les pompiers de la ville ?» Je dis « Pourquoi pas ?» Donc c'est la sous-préfecture, donc c'est une ville un peu importante, 10-15 000 habitants. En limite des Alpes de Haute-Provence, il y a effectivement une caserne de sapeurs-pompiers qui est au cœur de la ville. On est reçu immédiatement par le capitaine, le premier jour, quand on se présente dans la caserne. Un homme marqué, hyper énergique, trapu. Dans l'heure qui suit, puisque le département a donné son feu vert pour que des jeunes soient pris l'été dans les casernes de pompiers, on se retrouve équipé d'un casque, d'un cuir, d'un ceinturon, d'une salopette, des bottes. Les parents ne sont pas prévenus. Tout s'est fait très vite. De ce jour-là, de cet été-là, où effectivement on a pu partir sur intervention, on nous a juste demandé de passer notre brevet de secourisme, on a été pris en charge par les pompiers de cette caserne, autant professionnels que volontaires. Et je souhaite à tous les jeunes de rencontrer des gens aussi bienveillants et aussi attentifs à ce qu'on était à l'époque. Donc tout s'est fait comme ça, très naturellement. Pour caractériser une caserne de province de l'époque, donc on est en 1984, voilà, 84. Lorsqu'il n'y a plus de pompiers dans la caserne, lorsque tous les effectifs sont partis sur intervention, et qu'il faut rappeler les pompiers qui habitent à proximité, parce qu'il faut du monde à la caserne, la solution c'est la sirène. C'est la sirène, celle du premier mercredi du mois qu'on entend, le midi. Et donc il y a des codes. Un coup de sirène, c'est de mémoire, je crois, un accident de circulation. 2 coups, c'est 3 coups, c'est un feu. Et donc en fait, quand cette sirène sonne, de jour comme de nuit, toute la ville est au courant qu'il se passe quelque chose de grave. Donc en fait, la caserne des pompiers de province à l'époque, bon, ça a bien changé, fait partie du cœur battant de la cité. Les pompiers sont pleinement intégrés et je découvre cette aventure-là. Et on ne me sortira plus de cette caserne pendant 4 ans. Voilà. Mes parents sont un peu tombés du placard à l'époque. Et tant mieux parce que c'était bien pour eux comme pour moi. Et vraiment une aventure fantastique. Voilà, des feux de forêt, des interventions avec ces équipes-là. Bon, au bout de 4 ans, le capitaine me fait venir dans son bureau et me dit tu fais quoi de ta vie là? C'est simple, c'est soit le bataillon à Marseille, soit la brigade à Paris. Et donc ça a été la brigade à Paris. Donc j'avais un petit fond de sac, point de vue pompier, en arrivant à la brigade. Voilà, donc c'est en 1987 que j'intègre la maison, 4 mois d'instruction, et affecté avec 6 camarades à la caserne Montmartre,
Alors, c'est Paris 18e, en 87, le 18e arrondissement. Pour ce qui me concerne, ça a été vraiment un bond dans le temps. Un bond dans le temps. Parce que la caserne est magnifique, elle l'est toujours. Elle a été refaite depuis. Elle était très, très âgée. Tout est en bois, les planchers grincent. Les engins, lorsqu'ils démarrent dans la remise, on a les gaz d'échappement qui remontent dans les chambres. Tout est vieux. Et le 18e arrondissement est particulièrement ancien aussi. Les abords du périphérique, les boulevards Maréchaux, c'est des immeubles en briques avec une certaine précarité à l'époque. Et donc beaucoup d'interventions de ce point de vue-là. La brigade est donc le 3e corps de sapeurs-pompiers au monde, après New York, Tokyo. Aujourd'hui, on est quelques 8500 pompiers pour protéger la capitale, les départements limitrophes. À l'époque, c'est déjà le cas, bien sûr. Mais en fait, en 1987, la brigade récupère le secours à victimes, qui auparavant était dévolu à la police secours. Et donc, on arrive, moi et mes camarades, au moment où le secours à victimes afflue. Et c'est donc les premiers secours relevage de l'époque. Donc, les vétérans des véhicules de secours à victimes d'aujourd'hui, qui vont nous faire découvrir ce qu'est concrètement 75% de l'activité de la brigade encore aujourd'hui, c'est-à-dire le secours à victimes. Je ne me souviens plus de la périodicité exacte de l'arrivée des appelés dans les centres de secours, mais très régulièrement arrivent des gars qui vont passer 1 an avec nous, avec la brigade. J'ai des souvenirs de ça fabuleux parce que ce que les appelés nous apportaient, on leur rendait autant de ce qu'on savait nous. Je prends l'exemple d'un Tahitien qui découvre non seulement Paris, mais l'Hexagone, qui découvre les chaussettes, qui découvre l'hiver à Paris, qui est, une marmule, hein, un costaud, le gars. C'est fabuleux parce qu'il amène Tahiti avec lui. Voilà, par exemple, il ne savait pas vous voyez. Donc il croise le colonel le matin devant nous. À Montmartre, c'est un état-major de groupement. Il va vers le capitaine, le colonel très spontanément, il lui tend la main. « Comment tu vas, mon colonel ?» Et le colonel le sait, lui, donc ça le fait sourire. Et il est content de voir arriver un Tahitien là dans la caserne. Et c'est des moments magiques. C'est des moments magiques qui donnent un supplément de naturel et de spontanéité dans le quotidien. Pareil, les interventions dans le 18e arrondissement, voilà, la petite mamie qui a chuté, le Tahitien va vers elle et la tutoie. Elle est surprise, sans doute effrayée dès le départ. Et après, mais tout ça, c'est de la bienveillance. Et on la partage. Et alors, à l'époque, on tourne en 18-2, c'est-à-dire 20 gardes par mois. Il n'y a pas de TGV, il n'y a pas de téléphone portable, c'est une cabine à pièces dans la cour de la caserne. Donc voilà, tout ça, ça vit parfaitement. Sauf qu'on rentre beaucoup moins chez soi. Et du coup, ça crée une émulation et puis un esprit de corps aussi, et qu'on partage avec ses appelés. Un appelé à l'époque, je crois qu'il gagne quelque chose comme 700 francs par mois. Peut-être moi, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il ne paye rien. Il ne paye rien. On s'arrange entre nous pour que ça fonctionne comme ça. Parmi ces appelés, je me retrouve aujourd'hui, donc toujours à la brigade, dans un service, avec un lieutenant-colonel qui a lui-même commencé sapeur. Et c'est magique. C'est magique, ce fonctionnement qu'a la brigade de permettre à des gens qui la découvrent dès le départ de pouvoir évoluer. Alors, plutôt que de parler d'ascenseur ou d'escalier ou d'ascenseur social ou de ce genre de choses, moi, ce que je trouve de fabuleux dans tout ça, c'est la confiance et la reconnaissance envers des... Voilà, par exemple, un jeune homme qui arrive sapeur et qui va, parce qu'il est brillant, progresser et évoluer au fil du temps, avec la partie opérationnelle qui est évidemment très importante. Et donc, voilà, il arrive sapeur, il assimile tout ça, et il progresse, et il arrive aujourd'hui officier supérieur.
officier tradition de la brigade. Bon, c'est génial, c'est génial, c'est fabuleux. Donc oui, tout s'est enchaîné rapidement pour moi à l'époque. Et la découverte de la brigade et de son fonctionnement, tout s'est fait très facilement au final. Les premières interventions, en fait, c'est une découverte totale. C'est une découverte totale du fonctionnement de la brigade. Bon, ça, on l'assimile, on a été formé pour. Et puis la découverte du théâtre d'opération, on peut l'appeler comme ça, peut-être. C'est notamment le 18e arrondissement, avec tout ce que ça comporte, le dessous, le dessus et ces immeubles voilà, qu'il faut gravir à 3 h du matin pour aller rendre service à la population. Intervention marquante, mais je pense que le cerveau est bien fait, qu'on en occulte pas mal, en fait, quand elles sont sans doute trop tristes ou trop compliquées. En tout cas, on les partage toujours, c'est un travail d'équipe. On n'est jamais seul. Et ça, c'est primordial. On fait une petite pause dans la vidéo, j'ai une annonce très importante à vous faire. Le 11 novembre prochain, avec l'association, nous organisons le V-Day. C'est un live Twitch et YouTube sur lequel vous pouvez tous nous retrouver. Il y aura plein d'invités incroyables, des cadeaux géniaux. On va passer un super moment. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour le V-Day le 11 novembre sur nos chaînes Twitch et YouTube. Bonne vidéo. On part pour une parturiente, donc un accouchement. Et en fait, on est dans le 18e arrondissement, on est dans Paris, et en fait, c'est dans la cave. Une cave en terre battue, c'est-à-dire que le sol est en terre. Il n'y a pas de lumière, c'est le petit matin, et en fait, dans une cave totalement obscure, sur une épaisseur de, je sais pas, 1,50 m de vêtements, de valises, de choses et d'autres, il y a une femme qui est allongée là et qui accouche. Et l'accouchement a déjà commencé. J'ai passé mon brevet de secourisme avec les pompiers volontaires, donc en arrivant à la brigade, j'étais déjà validé de ce point de vue-là. La partie accouchement, à l'époque, on voulait tous tomber dessus pour l'examen, parce qu'il n'y avait qu'une ligne à savoir pour les accouchements. C'était écrit, j'ai encore le bouquin, « Laissez faire la nature ». Et cette phrase est fabuleuse et en même temps, voilà, quand on arrive dans la cave, alors, la brigade nous arme beaucoup plus maintenant, hein, et déjà à l'époque un peu plus, mais on transpire très fort. Hein. On transpire très fort. Il faut garder son sang-froid. Il faut que l'équipe, il faut que l'équipe garde son sang-froid parce que la maman va perdre son sang-froid et le bébé va perdre son sang-froid aussi. Donc tout le monde est relié là, évidemment. Donc voilà, il faut de la chaleur rapidement. Il ne fait pas très froid à l'époque, mais quand même, il faut de la chaleur pour le bébé. Je laisse mon équipage avec cette femme dans la cave et je remonte en surface parce que pas de téléphone portable à l'époque. Hein, il faut aller au plus proche. C'est un bar à proximité qui fait l'angle. Et je rentre dans le bar, le gars me voit rentrer et je lui dis vite un téléphone. Bon, il tend son téléphone et je lui dis vite, on a un accouchement à côté, préparez-moi des bouteilles d'eau s'il vous plaît, des bouteilles d'eau chaude. Et le gars se tourne vers sa machine, vers son percolateur, et il prend une bouteille en plastique et il envoie la vapeur et la bouteille lui explose à la face. Donc j'ai la femme qui accouche, un gars pas bien derrière son bar qui hurle à moitié, bref. Une ambulance de réanimation est arrivée rapidement pour nous aider bien sûr parce qu'on est démunis hein, avec des bouteilles d'eau chaude et puis de quoi couvrir et puis rassurer, de l'oxygène pour la maman, voilà. Ce qui distingue sûrement la brigade, c'est l'afflux de moyens très rapide. Voilà, la cartographie permet aux ambulances de réanimation notamment d'arriver très rapidement. Ce qui se passe en général sur l'accouchement, c'est le médecin qui va gérer rapidement. Bon, le bébé, il y a un tonton, hein. Il faut un tonton dans l'équipe des pompiers, donc à chaque fois on est tonton du ou des nouveau-nés. Mais voilà, sur cette... je ne sais plus si c'était un garçon ou une petite fille, mais en tout cas, il a très vite pleuré, et dès l'instant qu'il pleure, tout le monde est rassuré. Voilà. Et, mais surtout nous, bien sûr. Oui, les accouchements, c'est encore fréquent dans toutes les situations, dans tous les cas de figure. C'est des moments magiques où on transpire, hein, réellement. Hein. Ah ouais. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple, mais c'est merveilleux. Il y a un côté merveilleux, ouais. Déjà à l'époque, c'est pas simple. C'est pas simple, mais on y arrive. Voilà. La question du sang-froid, on la travaille évidemment à la brigade au travers des interventions.
Et puis au travers de la préparation, je crois qu'il y a une phrase qui dit 80% de travail, 10% de chance, 10% de talent. Beaucoup de travail, beaucoup de travail. La phrase, elle est géniale, laisser faire la nature. Mais non, plus on en sait, et meilleur on est, et plus on pratique, et plus on s'entraîne, et meilleur on sera. Donc ça fait partie du schéma. Des interventions difficiles, oui, il y en a, bien sûr. On les partage toujours, on débriefe au foyer. Il y a donc encore ces appelés à l'époque, et on partage ça avec eux, et eux découvrent ça. On mûrit très vite à la brigade. On mûrit très vite. Les appelés qui nous quittent au bout d'un an, enfin, j'ai pas, moi, le souvenir de gars qui partent sans pleurer. C'est très concret. Ils ont vécu une expérience phénoménale. Et on la partage avec eux donc sur des situations comme celle-là, par exemple. Toutes les casernes, 78 centres de secours pour la brigade, que ce soit Paris intramuros ou la banlieue, partagent ce genre d'intervention, ce genre d'opération. La partie feu, c'est aujourd'hui, et depuis un bon moment, moins de 5%. C'est important, bien sûr, les feux de tout type. Voilà, c'est le quotidien. Pour un jeune qui cherche l'aventure, bon, l'aventure, on la trouve à la brigade, ouais. Oui, le pompier intervient très régulièrement au tout début et à la fin de la vie aussi. Accompagner des personnes âgées qui meurent, oui, ça arrive aussi, bien sûr. Bien sûr, ouais. Peut-être que ce qui distingue de la partie hospitalière, c'est qu'on n'a peut-être pas vraiment le temps de s'attacher. Mais parfois, on s'attache quand même un peu. Quand même un peu. Donc, bon, voilà, on le partage. On le partage, on n'est jamais seul. Jamais seul. Pour en revenir aux pompiers volontaires en province, pour en revenir sur cette ville, donc avec le cœur battant de la cité réellement et de ces casernes en province, en règle générale, les pompiers connaissent beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Bon, dans Paris, moi je connaissais personne par exemple, bon, c'est un peu plus anonyme, ça différencie. En tout cas, si on ne s'attache pas, il y a des souvenirs qui reviennent des fois, et notamment avec les enfants. Et bon voilà, on ne s'attache pas, mais on garde quelque chose. Ouais, ouais, bien sûr. On n'est pas épargné. On n'est pas épargné. Voilà. Mais ça fait partie d'un tout. Alors on aime bien quand ça pique, hein. On aime bien quand ça pique un peu. J'étais à La Courneuve, pendant la caserne de La Courneuve, hein, en Seine-Saint-Denis pendant 4 ans. Donc on est en 2002. Les bars des 4000 logements sur des bars HLM construites dans les années 60 existent encore. Ces bars-là existent encore. On y va tous les jours. Et toutes les nuits surtout, on intervient pour des motifs divers et variés. Alors oui, on est caillassé très régulièrement, c'est des bars d'immeubles avec 17 étages. Alors j'ai pas le souvenir de la machine à laver qui tombe du 17e étage. En revanche, des fruits, des légumes, des pots en verre. Alors les pots en verre selon la hauteur, hein, qu'ils soient pleins ou vides, évidemment, ça pulvérise, ça projette, c'est pas agréable. Donc on a nos coutumes et nos réflexes de l'époque, on marche toujours à l'aplomb des façades, on est protégé, c'est la tenue de feu obligatoire avec le casque. Les engins, on les préserve, on les met à distance. Quand on arrive, on n'a pas les gyrophares, on ne met pas le deux tours, on est le plus discret possible. On va éteindre la voiture le plus rapidement possible en déroulant le moins de toiles possible, le moins de tuyaux possible pour aller éteindre le véhicule et on replie très vite et on sauve, quoi. Donc ça, c'est une routine. Bon, les bars ont disparu depuis, le contexte a évolué. On est donc en fin de soirée ce jour-là et voilà, ça sonne, l'engin, le premier secours sonne. Et en arrivant au poste de veille opérationnel, le PVO, le stationnaire, me dit personne en difficulté. Alors qu'est-ce que c'est qu'une personne en difficulté? Là, je reviens sur le travail des opérateurs. Quand quelqu'un fait le 18 ou le 112, il y a quelqu'un qui répond. Une opératrice ou un opérateur. Le 18. On l'appelle comme ça à l'époque. Ce travail-là, d'opératrice ou d'opérateur, bon déjà c'est statique. Hein, ils sont assis devant des écrans maintenant avec un casque, un téléphone quoi, à brancher. Et c'est un métier dans le métier. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place de quelqu'un qui reçoit des dizaines et des dizaines d'appels. Pas le droit à l'erreur, il ne faut pas se tromper sur l'adresse, il ne faut pas se tromper sur beaucoup de choses.
c'est très complexe, ils ont une pression phénoménale, phénoménale. C'est usant, c'est abrasif. Quelqu'un qui fait ça à longueur de temps, il y a une pression qui s'installe, la routine ne peut pas s'installer. Sans appel, il y en a peut-être un qui va tomber et quelqu'un hurle au téléphone. Il n'arrive pas à se calmer, il faut être patient, il faut être pédagogue, il faut un travail phénoménal. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que voilà, c'est très statique, mais la pression, elle est continuelle. Donc, nerveusement, c'est très dur à tenir. Et il existe donc des motifs pour lesquels l'opérateur, l'opératrice n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, il y a des motifs comme ça, comme odeur suspecte, fumée suspecte, bruit suspect. C'est suspect. Mais c'est quoi? On aimerait bien savoir en partant. Voilà, quand c'est un feu, c'est un feu. On est préparé différemment dès le départ. Or là, on ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est qu'une fumée suspecte? Oui, c'est de la fumée qui sort par les trous de la prise électrique. Ouais. Alors, oui, effectivement, il se passe un truc, quoi. Et donc les gens expriment ce qu'ils voient. L'opérateur doit traduire tout ça et surtout envoyer à la bonne adresse. C'est pas simple. Donc ce soir-là, on part pour une personne en difficulté. Bon, ok, il fait doux, l'équipe est solide, l'équipage est solide, il y a un rugbyman, il y a un gars qui prépare des examens, qui est à fond dans son sujet, bref, on part à l'adresse. Un hôtel borgne de la banlieue, voilà, un étage sur rez-de-chaussée, bar, et puis un escalier qui monte. Assez large, c'est le couchant. Et voilà, on monte l'escalier avec le matériel de secours à victime parce que voilà, si on tombe sur une personne blessée ou malade, on a tout sous la main dès le départ. Donc le matériel en question, c'est le matériel générique avec de quoi survenir à quelque chose de très urgent, des garrots, des pansements, une bouteille d'oxygène avec les masques et puis bref, un matériel générique qui nous permet d'intervenir immédiatement. Alors l'équipage, c'est un chef d'agré, c'est le responsable de l'intervention, ni plus ni moins. C'est celui qui est à l'avant, à côté du conducteur dans l'engin. Et c'est lui qui porte la responsabilité. En général, on le distingue très rapidement sur intervention parce qu'il a la radio autour du cou ou sur l'épaule. Voilà. Donc c'est le responsable de l'intervention, c'est le chef. Avec lui, un équipage donc composé d'une équipe, enfin maintenant c'est deux équipes, je parle à l'époque, un chef, un servant, donc en règle générale un gradé, un sapeur, et à l'époque un homme de liaison. L'homme de liaison, c'est celui qui est chargé de transmettre, pourquoi pas au véhicule PC, les informations lorsqu'on arrive sur une intervention. En tout cas, c'est un équipage à l'époque qui intervient à 4, y compris le chef d'agré. Le conducteur reste à l'engin, toujours. Toujours. Donc on intervient dans cet hôtel qui n'est pas reluisant, c'est un peu la misère. On monte cet escalier et on débouche sur un couloir très long, très long. Et comme c'est le couchant et que les lumières de ce couloir sont très faibles, on ne voit pas bien. Par contre, il y a un gars qui est au bout du couloir, il est en débardeur blanc et il est énervé, il hurle, il crie et il est agité. Bon. Ok, en tout cas, il a l'air d'aller bien, parce qu'il est très en forme, énergique. Malgré tout, il faut se méfier parce que certaines maladies ou certaines pathologies peuvent déboucher sur cet état d'énervement. Donc, on arrive et les premiers mots, c'est « Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes la police ?» La réponse « Non monsieur, c'est les pompiers, bonjour. » Il vaut mieux toujours arriver en étant cordial et le plus poli avec les gens parce que sinon, des barrières vont s'installer et à partir de là, on aura du mal à obtenir de la matière et puis à pouvoir travailler sereinement avec eux. Donc toujours cordial et plutôt sympa. Et puis on est en fin de soirée, tout se passe bien. Bon là, ce monsieur-là, il a un problème, on ne sait pas encore lequel. On progresse vers lui. Donc en arrivant sur lui, il est plutôt âgé. Il a quelque chose dans les mains. Il est énervé et surtout, on comprend qu'il en a après la police. Pas après les pompiers. Les pompiers, je vous aime bien. D'où le dit très clairement, je vous aime bien les pompiers. Bon, il est très énervé, très agité. On commence à discuter. Bon, il est énervé, avec nous ça va. Il le dit clairement, mais il en a vraiment après la police. Ok, bon. Bon, on le laisse un petit peu... Mais il a beaucoup d'énergie, il est très, très remonté. Et puis, je vois pas bien ce qu'il tient dans ses mains. Mais en tout cas, voilà. Il nous dit clairement qu'il veut pas avoir qu'il en a après la police et que nous, ça va. Bon, au bout d'un moment, a priori, ça va.
Je me dis, il faut prévenir la police que ce gars-là, on a après eux. Donc je me tourne vers l'équipage et bon les gars, je leur dis, c'est bon les gars, vous pouvez redescendre avec le matériel et attendre en bas. Et je leur fais un clin d'œil, on s'est compris. Voilà, j'ai essayé de temporiser cet homme-là. C'est une erreur, hein. C'est une erreur de ma part, j'aurais pas dû rester seul avec lui. Mais je le sens comme ça à ce moment-là. L'équipage redescend avec le matériel et va donc prévenir potentiellement la police qui va arriver. Et lui, bon, voilà, il a encore des pics d'énervement, et puis, mais avec moi ça va, on discute bien. Et au bout d'un moment, il me dit, bah, allez viens, on va dans ma chambre. Donc je suis dans sa chambre qui est juste derrière lui. Bon alors c'est une petite chambre, il y a une armoire, un lit, et bon c'est triste quoi, voilà, c'est comme ça. Là il y a un peu plus de lumière et je vois toujours avec son truc dans la main. Et bon, la police. Et il me dit, bon écoute, je t'aime bien, allez je te la donne. Et il commence à tendre ses mains vers moi, et moi spontanément je tends ma main vers lui. Et là il pose un truc dans ma main, et je sens que c'est quadrillé, c'est tiède parce qu'il l'avait dans sa main depuis un bon moment, et c'est lourd. Et je regarde, et je vois qu'il a un anneau de passé dans son doigt, et il vient de me poser une grenade dans la main. Je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une grenade, moi. Enfin, on a fait les formations militaires nécessaires, on a surtout travaillé avec des grenades à plâtre, mais en tout cas j'ai compris. Et donc je suis saisi, évidemment. Et à partir de là, je découvre ce que c'est que la peur réellement. En tout cas, je ne l'avais jamais vécu comme ça. Mes pensées sont extrêmement ralenties. Tout est très ralenti. Je n'arrive pas à accélérer mes pensées. Je suis saisi. Et là, il envoie sa deuxième main sur ma main, il me bloque, et là, il monte dans les tours. Et là, il hurle. J'en ai marre. On va se faire sauter. J'en ai marre. Enfin bon, son discours est totalement décousu. Et là, je me retrouve complètement saisi, avec une pensée qui n'arrive plus à avancer, et un type qui est devant moi et qui est complètement fou au final, à ce moment-là. Avec mes pensées au ralenti, je vois juste une chose, c'est une fenêtre qui est derrière lui. Et je suis en train de me dire sans doute à ce moment-là, bon, la fenêtre, potentiellement, mais ça m'embête parce que c'est complètement absurde. Je ne sais pas pourquoi ma pensée va vers là à ce moment-là, mais je me dis il y a des poubelles en bas et je vais atterrir dans les poubelles. Ça m'emballe pas. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais voilà. Il a dû voir ma tête. Je devais être comme un lavabo. Et il se radoucit. Bon écoute, je te la laisse. Je te la laisse. Et là, je me souviens lui avoir dit, ok, si tu me la laisses, tu me la laisses pour de bon. Et enfin, fais pas le con, voilà, tu me la laisses quoi. Et il retire ses mains et il me laisse avec cette grenade dans la main. Donc je repars dans le couloir, je redescends. La police est arrivée, la BAC. Ils m'emmènent sur un petit parking à côté. Ils me font déposer la grenade au sol. Après renseignement, il s'avère que c'est une grenade yougoslave. Bon, je pense que c'était que ce truc-là, moi. Que, bah, bref, évidemment, c'est pas cool, hein, c'est létal évidemment. En tout cas, ça s'est réglé avec beaucoup de chance. Et c'était pas prévu, enfin, c'est écrit nulle part dans les bouquins. J'ai fait 2 fois le tour du pâté de maison en marchant. Et puis voilà. Et puis, alors, cet homme-là avait un passif avec beaucoup d'années de prison pour avoir fait usage d'armes précédemment et avoir attaqué la police. Bon, ça on l'a su après. Bref. Donc oui, des interventions qui ne sont pas prévues et qui surprennent tout le monde, et peut-être en particulier les chefs d'agré dès le départ. Oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais, ça arrive. Donc celle-là, elle m'est revenue avec le temps. Parce que je pense que, encore une fois, le cerveau est bien fait, on occulte ce genre de choses. Ça fait partie de l'imprévu. Voilà. Bon, la brigade est rapide. Ça va vite quand même. Les secteurs sont recoupés de façon à ce qu'on arrive très rapidement sur intervention. Les casernes se renforcent rapidement. C'est-à-dire que les vecteurs, voilà, on connaît nos secteurs, c'est important. C'est important de bien connaître son secteur d'intervention. Voilà, on intervient rapidement et oui, assez fréquemment, peut-être pas, mais assez régulièrement, on se dit que oui, on est arrivé short.
Short in time, et effectivement, quelques temps après, oui, notamment encore à La Courneuve, une fuite de gaz. Les barrages de gaz sont pas forcément faciles à trouver. C'est la mission d'une équipe maintenant de trouver, et c'est la responsabilité du chef d'agré de trouver le barrage du gaz et d'agir rapidement sur celui-ci dès l'instant qu'il y a une fuite de gaz. En l'occurrence, ce jour-là, on part pour fuite de gaz et on n'aime pas trop forcer les portes à la brigade. On préfère passer par les fenêtres, par l'extérieur, et puis laisser les portes intactes. On agit en règle générale plus vite comme ça. Là, c'est un appartement au 3e étage. Et les portes à l'époque étaient plus légères que maintenant. C'était des portes en bois. Quand on appuyait dessus et qu'on plaçait son nez sur l'angle, on pouvait sentir les odeurs de l'intérieur d'un appartement. Les portes d'entrée n'étaient pas très costauds. En l'occurrence, bon, dans la cage d'escalier, pas d'odeur de gaz. Et puis, quand on poussait sur cette porte, pas d'odeur de gaz à l'intérieur non plus, mais on percevait de la lumière. Il était très tôt le matin. Bon, la porte était légère. On a poussé dessus un grand coup et puis elle s'est ouverte à la volée. J'avais un appareil détecteur multigaz autour du cou. Dès l'instant que la porte s'est ouverte et qu'on est rentré dans cet appartement, l'appareil s'est mis à hurler. Donc une alarme lumineuse et une alarme sonore. En fait, le chauffe-eau de ce logement était tombé en panne. Au moment où les 4 occupants du logement étaient en train de faire leur toilette, bon, les 4 étaient morts à l'intérieur. On a rapidement ouvert les fenêtres pour que de l'air circule et que ça ventile et qu'on retombe hors de la plage d'explosibilité. On a extrait ces 4 hommes-là de l'appartement. On les a installés à l'extérieur. On a lancé les manœuvres de réanimation. Bon, c'était inefficace. Le monoxyde de carbone, c'est vraiment quelque chose de terrible. Pas d'odeur, insipide, bref, c'est le poison parfait. Et donc ces 4 hommes-là qui partaient travailler le matin sont morts comme ça, à cause du chauffe-eau. Ils avaient bouché toutes les ventilations du logement. C'est terrible. C'est terrible comme contexte. Et ce qui était encore plus dur peut-être, ce que j'ai trouvé de plus dur après, c'est qu'en fait ces 4 hommes-là étaient en situation irrégulière. Ils n'avaient pas de papier. Et donc, ils venaient en France pour travailler comme ils le pouvaient. Et en fait, il y avait, oui, quelques documents, mais je pense que pendant très longtemps, on ne savait pas qui c'était. Et ce qu'on pouvait comprendre sur place, c'est qu'en travaillant ici en France, ils envoyaient de l'argent pour leur famille à l'étranger. Et je pense que leurs familles n'ont pas su. Peut-être pendant un bon moment. Et voilà, enfin, c'est des contextes difficiles. De bout en bout. Et après, oui, le timing, quand on ouvre la porte, on est dans une plage d'explosibilité, l'appareil le dit, immédiatement. Donc, voilà, le but, c'est de ventiler à fond très rapidement et de les extraire et de lancer des massages cardiaques pour eux, un sur chaque palier, 4 ambulances de réanimation dans la foulée, des renforts qui arrivent très vite aussi, mais bon, on n'a pas pu les sauver. Le monoxyde de carbone est explosible, voilà, donc oui. Le risque est inhérent. Le 15 avril 2019, un incendie spectaculaire ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris et emporte avec lui une partie de l'histoire de France. La charpente médiévale de la cathédrale est en flammes. Les passants ébahis assistent en direct à un gigantesque incendie qui progresse à une vitesse folle. J'étais à Saint-Denis à l'époque et j'étais pas de garde. Les camarades de Saint-Denis sont partis avec le fourgon sur Notre-Dame, ouais, retentissement bien sûr médiatique. Non, je n'ai pas participé, mais alors la brigade est hiérarchisée et la prise de commandement voilà, se monte de plus en plus vu le degré d'importance de l'incendie, de l'intervention. Tout est très calibré, tout est très fluide de ce point de vue-là. Donc les premiers intervenants sont assez rapidement libérés de la responsabilité propre d'une intervention qui monte en puissance. Non, j'étais pas sur Notre-Dame, non. Une ville comme Paris et les 3 départements limitrophes, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, les incendies sont quand même fréquents. Donc ça part du feu de poubelle jusqu'au feu d'habitation, feu d'entrepôt.
Tout est écrit. La doctrine est très précisément décrite dans tous nos règlements. Et on s'entraîne très régulièrement avec des moyens qui sont renouvelés. Les engins brigade, alors quand je suis arrivé pour ma part en 1987, les engins étaient rustiques. Alors l'idée de faire durer les outils à la brigade, elle est pérenne, hein, elle existe et c'est très clair. On prend soin du matériel. Quand on touche avec un engin, on est puni. Quand un rétroviseur cassé, c'est compte rendu et puis potentiellement une punition pour le conducteur et le chef d'agré potentiellement. Donc tout est très calibré de ce point de vue-là. Donc oui, les engins sont rustiques et on les fait durer. Maintenant, on a des moyens et des matériels qui sont modernes. Mais l'idée est toujours la même. Ils sont calibrés pour durer et l'idée, c'est de faire durer. Donc, on a une doctrine qui est très claire. On a une marche générale des opérations qui est très codifiée, on la suit. C'est-à-dire que sur un feu notamment, le premier temps, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui se passe. Deuxième temps, c'est les sauvetages immédiatement, aller chercher les personnes qui ne peuvent pas s'extraire d'elles-mêmes d'un feu. Et ensuite, ce sont les établissements et puis l'attaque du feu par lui-même. Selon le type de feu, différentes façons de faire. On vit tous des incendies à la brigade. Le feu, c'est une question de rapidité et de rapidité de décision. Alors, à 3 h du matin, au 17e étage, c'est toujours plus compliqué, plus physique. Alors, on est un peu plus réveillé quand on arrive au 17e. Donc, malgré tout, il faut quand même avoir une bonne condition physique. C'est indispensable. Pour les jeunes, moi je suis toujours surpris de voir des jeunes qui arrivent à la brigade et qui découvrent qu'il faut faire du sport. Et bien sûr, et ça très longtemps. Donc le meilleur conseil qu'on puisse leur donner, c'est de se préparer avant et d'en faire très régulièrement. Voilà, la régularité va permettre de maintenir la machine à feu doux. Et surtout lorsqu'on se blesse, on récupère beaucoup plus vite quand on s'entraîne très régulièrement. Donc il faut que les jeunes acquièrent ça très rapidement. En règle générale, c'est le cas. Mais je suis toujours un peu surpris de voir des jeunes qui arrivent à la brigade et disent « Ah bon, il faut courir ». Oui, il y a des bases. Donc pour revenir à l'incendie, voilà, tous les cas de figure sont présentés par la brigade. Quels sont les plus compliqués? C'est toujours compliqué au final. C'est toujours compliqué. Je pense qu'avec le temps, en tout cas, on devient méfiant. On devient méfiant, le feu est implacable et il est sournois. Il faut se méfier. Il faut se méfier de beaucoup de choses, peut-être de soi-même aussi, et être ultra vigilant. Il faut l'être pour la population, il faut l'être pour les autres, et il faut être rapide aussi. Et après, tout est prévu dans les règlements, sauf l'imprévu. Donc il faut s'adapter. Ce qui compte, c'est le travail d'équipe. En 2007, on part pour feu à Charonne. Fin de journée, on est en pleine séance de sport. C'est dynamique. Alors quand on part pour feu à la brigade, il y a ce qu'on appelle le départ normal, qui est constitué de 2 engins pompes et une échelle automotrice. En règle générale, ces 3 engins-là vont prendre des itinéraires différents pour être sûr qu'au moins l'un des 3 va arriver plus rapidement potentiellement que les autres si les rues sont barrées pour une quelconque raison. En l'occurrence, ce soir-là, on part avec un engin pompe et une échelle du centre de secours de Charonne. Et l'adresse n'est pas très éloignée, donc ça va très vite. Il faut s'équiper très vite. Ça tombe bien, on est chaud. Parfait. On perçoit avant l'adresse l'odeur de brûlé et un panache. Bon, alors, c'est parfait, parce qu'on s'entraîne pour, et quand ça arrive, voilà, tant mieux. On arrive à l'adresse, en passant devant cet immeuble, je vois que c'est le bâtiment qui est en fond court, dans lequel un appartement brûle. Donc en fait, il y a un porche, et on ne peut pas s'engager dans cette forme de cité avec nos engins. Donc on dépasse l'adresse avec le premier secours et l'échelle va essayer de quand même passer sous ce porche parce qu'en fait elle pourrait le faire
mais il y a des boîtes aux lettres qui ont été installées de façon très solide. Et bon, pas moyen au départ pour cette échelle de rentrer dans la cour. Et c'est au fond que ça brûle, au 3e étage d'un immeuble de 4 étages. Le commandement initial, c'est important le commandement initial, c'est le matériel que l'équipage va emporter pour débuter l'intervention sur place. Donc on part avec un dévidoir et ce qu'on appelle la ligne d'attaque, c'est-à-dire les établissements de tuyaux et la lance qui vont permettre l'attaque du foyer. Et une échelle à crochet, petite échelle très légère, dépliable, qui permet de progresser de balcon en balcon sur une façade. Et un lot de sauvetage. Un lot de sauvetage, c'est une corde de 30 mètres avec des mousquetons, bref, tout ce qui peut permettre de travailler par l'extérieur. En progressant dans la cour, il n'y a personne. Et il y a l'appartement du 3e étage qui brûle bien. Alors on a l'habitude de dire des rouleaux aux fenêtres, des rouleaux de flammes. Oui, l'intégralité de cet appartement brûle. Il y a un niveau au-dessus. Et au-dessus, c'est la toiture. Ok, on est en fond de course et c'est long. On progresse, donc j'ai une équipe, un chef, un servant et un homme de liaison donc à l'époque. On arrive sur le palier du 3e étage, la porte de l'appartement est restée ouverte, donc les fumées rentrent partiellement dans la cage d'escalier. Donc le 4e étage est bloqué, par définition, c'est la seule issue pour des gens qui seraient au 4e étage, mais personne ne se manifestait quand on a traversé la cour, ni d'un côté ni de l'autre de l'appartement, parce que les appartements sont traversants. Et on commence l'établissement, le chef d'équipe déroule ses tuyaux et le servant part avec son dévidoir. Il va revenir avec une autre lance, donc on a de quoi établir 2 lances. Pendant ce temps-là, l'échelle est en train d'essayer de se frayer un chemin. À cause des boîtes aux lettres, elle ne peut pas accéder. Bon. L'eau arrive rapidement sur la division au pied de la cage d'escalier. On a établi une première lance et mon chef d'équipe, avec son servant, commence à attaquer le feu. Et là, il se produit quelque chose qui ne se produit habituellement pas. La lance casse. C'est-à-dire qu'on avait au départ un bon jet qui permettait de progresser à l'intérieur de l'appartement. Et d'ailleurs, les gars avaient commencé à progresser dedans. Et là, pof, la lance. Pff. Pourquoi, comment? Bref. Pourtant, je l'ai évoqué tout à l'heure, les matériels sont vérifiés, sont contrôlés, sont rustiques. Et bon, voilà, ça peut arriver. En l'occurrence, là, ça arrive. L'équipe prend un petit coup de chaud, mon chef d'équipe est brûlé aux mains, légèrement, parce qu'il a ses gants, il est protégé, mais en tout cas, il prend le coup de chaud sur ses mains. Bon, il se replie, et du coup, on redescend au pied de la cage d'escalier, on a une division, 2 tubulures qui vont permettre d'établir une autre lance sur l'autre division avec, bref, on a tout le matériel sur place pour pallier à ce déficit. En descendant la cage d'escalier, j'avise une policière dans la cour, et je la vois qui est en train de faire des signes comme ça à la façade. Et elle nous fait signe de venir. Et là, il se passe un truc. Et en fait, sur l'appartement qui est juste au-dessus du feu, les fenêtres sont fermées. Mais en la rejoignant, je distingue une femme qui tient un enfant dans ses bras et qui navigue d'une fenêtre à l'autre, très rapidement comme ça. Et ce que je comprends, c'est qu'elle cherche une solution pour son enfant. Et ça urge. Mais les fenêtres sont fermées, elle n'a pas touché à ces fenêtres. Donc j'ai rejoint cette policière, je découvre la situation. Pendant ce temps-là, mon équipe établit une 2e lance, donc, pour remplacer la première. Et je la vois ouvrir la fenêtre. Et on a beau lui crier non, 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 elle le fait quand même. Donc ce qui va se passer à partir de ce moment-là, c'est que les fumées et le feu de l'appartement du dessous va faire un effet Cole Venturi, c'est-à-dire que son appartement qui s'est ouvert aspire le feu par les fenêtres, littéralement. On est sous la toiture, le feu rebondit et rentre à l'intérieur de son appartement. À partir de là, bon là, il faut réagir très vite. On a donc cette fameuse échelle à crochet qui va me permettre de progresser sur la façade. Mon équipe en bas, j'ai un chef d'équipe qui a pris chaud aux mains, qui a pris un coup de chaud. Il a établi sa lance, la 2e lance, et il va faire un truc génial. Et j'ai même pas besoin de lui dire. Il va cracher sur cette fenêtre en feu du 3e étage pour me permettre de progresser avec l'échelle devant. Voilà, très rapidement. Parce que mon idée, c'est d'aller rejoindre cette femme avant qu'elle fasse l'irréparable. Et c'est ce qu'il va faire, très brièvement, sauf que quand je passe devant la fenêtre où ça brûle, il arrête de cracher. Donc il n'y a plus d'eau qui arrive sur ce feu par la fenêtre. Je passe devant la fenêtre, sur l'échelle à crochet, et à ce moment-là, je prends
un retour de gaz chaud qui sort de l'appartement. Et j'arrive donc dans l'appartement pour rejoindre cette femme qui a roulé son enfant dans une couverture. Et à partir de là, on va se mettre tous les trois sous la couverture. Et les gars vont reprendre la lance et reprendre l'attaque. Dans l'intervalle, un fourgon est arrivé. J'avais fait une demande de moyens dans la cage d'escalier. Mais le fourgon qui complétait le départ normal est arrivé et les équipes arrivent pour venir nous chercher dans l'appartement. En fait, cette intervention-là m'a permis à moi de connaître ce que vivent les gens, très concrètement, quand ils attendent les secours et quand ils sont bloqués comme ça dans l'appartement. Donc on était sur le plancher, sous cette couverture, avec cette femme et cet enfant, et on a attendu que les camarades arrivent et viennent forcer cette porte pour venir nous chercher. Donc ça a été très intéressant de vivre ce moment-là. C'est vrai qu'il faisait très chaud à l'intérieur et que la température était montée très vite, très fort. Mon équipe a été remarquable ce jour-là parce qu'ils sont remontés, ils ont réussi à remplacer la lance qui avait cassé pour relancer une attaque dans l'appartement et dans la cage d'escalier qui commençait à brûler elle aussi. Bon, ce qui s'est produit pour moi sur ce coup-là, c'est que j'ai pris un retour de gaz chaud. Pas intoxiqué par les fumées sur ce coup-là, mais par contre, oui, ce qui s'est produit, j'ai été transporté à l'hôpital Bégin, c'est que voilà, j'ai pris un bon coup de chaud sur la face. Et en fait, quand ça se produit comme ça avec des gaz chauds, bon, la peau se relâche. Et en fait, oui, j'avais la moitié du visage qui était complètement, pas brûlé, mais touché par des gaz chauds. Il a fallu du temps pour se remettre. Donc, j'ai été très bien suivi par le service santé de la brigade. Ensuite, à l'hôpital Percy, on a pris soin de moi aussi. Il a fallu du temps. Ça s'est rétabli avec le temps. C'est pas des flammes, hein, c'est bien des gaz chauds qui sont venus donc me brûler la face. Mais bon, voilà, c'était quelque chose d'un petit peu compliqué à vivre dans le temps. Et puis ça s'est rétabli, voilà. Mais bon, c'était une expérience de feu. Qu'une lance casse, ça peut se produire. Qu'on trouve des solutions pour parer à la suite, bon, voilà, on a les outils pour, on fait avec. Bon, ça s'est produit comme ça cette fois-là. Voilà. J'entends parfois dire qu'on a fait un peu le tour de la question sur les interventions pour feu. À mon sens, on ne fait jamais réellement le tour de la question. Voilà, le feu est implacable et il y a mille et une situations. Et dans l'urgence, voilà, il faut trouver des solutions pour aider les gens du mieux possible. Alors la personne est revenue par la suite nous remercier à la caserne avec son enfant. Bon, voilà, c'est toujours appréciable. Voilà. C'est extrêmement rare d'avoir un retour. Et c'est bien comme ça, je pense. C'est bien comme ça. J'ai été pompier volontaire, mais il y a longtemps, avant d'être à la brigade, donc je connais un peu le fonctionnement des pompiers civils aussi. Donc nous sommes militaires et cet attachement au côté militaire est prégnant et très important. Il faut de la discipline et de la rigueur. Non seulement parce que la cadence et la sollicitation est extrême, et il faut absolument qu'il y ait une hiérarchie qui s'installe et qui soit très claire. Les choses sont claires. Et il y a une fierté d'appartenir à la fois à un corps de sapeurs-pompiers et à la fois à une arme, très clairement militaire. La brigade est militaire donc depuis Napoléon, l'incendie de l'ambassade d'Autriche qui pousse Napoléon à créer un corps de sapeurs-pompiers militaires. Les fanions, les drapeaux, tout ce qui se rapporte à l'image est important. On a tous dans les chambrées, dans nos bureaux, tout ce qui est et sur nos tenues, tout ce qui s'y rapporte. Et c'est un lien profond. C'est un lien profond, on y est très attaché. Les appeler l'été aussi. Et ça leur plaisait beaucoup. C'est important de trouver des références vestimentaires, des références très concrètes
de ce qui est lié à l'histoire de la brigade. Et souvent les jeunes posent des questions. Alors, ils se tournent assez régulièrement vers les anciens que nous sommes et nous sollicitent à ce sujet-là. Mais comment ça marchait avant? Comment vous faisiez avant? Bon, voilà, les codes, les usages, les us, le fonctionnement est très clair et la forme de discipline nécessaire nous porte. C'est très prégnant. Alors, c'est un peu... Je reviens toujours un petit peu aux appelés. En quelques mois et en un an de temps, ils adhéraient complètement à cette idée-là. Alors oui, ça se distingue des corps de sapeurs-pompiers civils qui ne fonctionnent pas de la même façon. Malgré tout, nous avons encore dans nos effectifs beaucoup de sapeurs-pompiers de Paris, donc militaires, qui sont pompiers volontaires aussi chez eux. Mais ils font le distinguo aussi. Mais ils en parlent régulièrement. Je pense que de se rattacher à des images, à un fanion, à un drapeau, au fait qu'on chante la Marseillaise le lundi matin, au fait qu'on partage tous le même rythme au final, c'est important, c'est très important et surtout notre population est très jeune. Alors, moi je suis très vieux maintenant et je perçois toutes ces choses-là sûrement de façon différente. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que nos jeunes arrivent et se façonnent grâce à ça. Et ils mûrissent de façon très concrète. Et très rapidement, ils adhèrent. L'adhésion est totale. L'adhésion est totale, c'est pas fin. C'est pas... je pense que, moi évidemment, ça me paraît indispensable. Indispensable que Paris et sa banlieue soient protégés par quelque chose de très carré. Alors, ça ne veut pas dire que les sapeurs-pompiers civils ne le sont pas, au contraire, mais c'est un fonctionnement très différent. Il leur faut des effectifs, beaucoup parmi eux sont pompiers volontaires, il faut aussi comprendre ce que c'est que de lâcher son travail pour aller enfiler une tenue et s'ajouter à des pompiers déjà sur place sur une intervention ou intervenir avec une formation qui est solide maintenant, mais qui est évidemment plus légère que celle qu'on peut avoir nous. C'est le même métier, mais sur Paris, bien sûr, à moi, ça me paraît indispensable. Indispensable. Et ça nous porte. Ça nous porte, c'est une fierté. C'est une fierté d'être militaire à la brigade. On a d'ailleurs, parmi nos effectifs, des éléments qui complètent les unités de l'arme traditionnelle un peu partout, non seulement en France, mais dans le monde. Et c'est des expériences alors, que moi je n'ai pas vécues personnellement, mais qui sont, oui, prégnantes aussi, qui donnent envie. Voilà, il faut pouvoir à l'instant T s'ajouter sur un détachement au Liban, sur un détachement en Roumanie, bref. Dans ces sujets-là, il y a le sujet de la santé, et notamment du secourisme. Donc je l'avais évoqué avec les accouchements et la fameuse phrase « laissez faire la nature ». Le secourisme est une matière très vivante, qui évolue à longueur de temps. Et c'est passionnant de remonter l'histoire pour savoir comment on faisait avant, justement, et pour mieux comprendre le fonctionnement de nos outils aujourd'hui qui sont très, très performants. Voilà, ça c'est important aussi. Si un jeune vient me demander aujourd'hui si la brigade est une opportunité ou pas pour lui, une jeune ou un jeune, je lui dis oui, oui, tout à fait. Il faut être prêt à donner son temps, son énergie pour, mais quand on est jeune, on a tout ça. Il faut bien comprendre que les trajets et l'éloignement avec la famille fait partie du job. Mais beaucoup de métiers le font maintenant. Il y a des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite et de communiquer très simplement avec les siens. Le conseil, c'est le sport. Le sport quand même, le plus possible, très régulièrement. Je sonderai un peu la personne pour savoir si elle a certaines qualités d'empathie, parce qu'il en faut. Il y a une forme d'empathie qui est très profonde quand on aide quelqu'un, une personne âgée,
à 3 h du matin chez elle, qui a fait un vrai malaise, on ne la laisse pas partir vers les urgences si bon voilà, elle a petite vomi sur elle, bref, il peut y avoir une multitude de choses. On l'aide jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on va l'aider, on va la nettoyer, on va l'aider et on ne va pas laisser cette personne-là arriver dans une situation qui lui soit préjudiciable aux urgences. Et on va l'aider de bout en bout. Donc c'est quand même une partie du métier qui est fréquente, on est là pour aider les gens et vraiment on les aide de bout en bout complètement. Donc cette forme d'empathie, il faut l'avoir. Voilà, la brigade va prendre en main ce jeune et va de bout en bout l'aider. Ouais, le sport et effectivement peut-être rechercher par des questionnements comment procédait la brigade avant. Donc fouiller sur internet, déjà aller sur le site qui est très bien fait de la brigade, remonter notamment les opérations pour voir à quoi ces jeunes vont être confrontés. Et puis bon, une bonne dose de Motivex, mais ça en règle générale ils l'ont dès le départ. Ils l'ont dès le départ. Oui, bien sûr, les jeunes, venez, c'est une aventure formidable, formidable, géniale.